Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente d'être ici avec mon collègue Xavier Godard et on remercie l'organisatrice et les organisateurs de cette conférence débat d'être là aujourd'hui avec vous. Nous sommes contents de pouvoir participer à cet échange qui mènera, nous espérons bien, à des résultats concrets et même à des actions concrètes sur le terrain, ici en Wallonie. Notre participation de la Commission européenne, de la Direction générale emploi et inclusion sociale a un double objectif. D'un côté, nous sommes venus vous présenter les possibilités qu'offrent les fonds, les fonds structurels et d'investissement dans le domaine de la désinstitutionnalisation et en faveur d'une transition des soins dans les institutions vers des services de proximité. Mais deuxièmement, on est venu aussi pour écouter les positions et les idées des organismes ici présents en Wallonie pour mieux comprendre les situations des personnes en situation de handicap et leurs familles dans cette région. Alors, je vais commencer par le cadre réglementaire. Ceci, c'est pour montrer que pour les fonds européens structurels et d'investissement, on parle bien de deux fonds aujourd'hui, le fonds européen social et le FEDER, qui est le fonds européen de développement régional, qui font partie des fonds européens structurels et d'investissement, que la Commission a pris une approche globale de s'exprimer nettement clairement en faveur de la désinstitutionnalisation, et ceci dans les trois règlements qui sont d'application pour les fonds structurels et d'investissement. Je ne vais pas passer en détail tous les articles que vous voyez sur l'écran, mais par exemple l'article 4 fait référence aux objectifs généraux de l'Union européenne, dont l'adhérence de l'Union à la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes en situation de handicap. Je voudrais mentionner aussi que nous avons pour la première fois dans la période de programmation 2014-2020 une concentration de 20% des allocations du Fonds social européen sur l'inclusion sociale. C'est vraiment la première fois dans l'histoire des fonds structurels que l'inclusion sociale, qui évidemment c'est un objectif thématique plus large que la situation des personnes en situation de handicap, reçoivent vraiment une allocation préétablie qui doit être respectée par tous les États membres. Et il y en a des États membres qui dépassent, évidemment, ce n'est pas une restriction, on peut aller au-delà, ce qui est fait par certains États membres. Concernant peut-être un peu plus en détail, vous présenter les possibilités dans le cadre du Fonds social européen. Là, nous avons deux priorités d'investissement qui ciblent des actions dans les domaines dont nous parlons aujourd'hui. C'est la priorité d'investissement de l'inclusion active, qui cible la promotion de l'égalité des chances et de la participation active. Et deuxièmement, la priorité accès à des services durables
abordable et de qualité. Et c'est ça qu'on inclut les services dans le domaine de la santé et des services d'intérêt généraux, services sociaux d'intérêt général. Ce qui est important, c'est que comme les fonds doivent agir de façon intégrée, le règlement du Fonds européen de développement régional il a une priorité d'investissement spécifique qui vient complémenter celle du Fonds social. Et cette priorité prévoit le passage des services institutionnels à des services de proximité. À niveau européen, il y a eu un grand investissement pour cette période de programmation pour développer des notes, des guidances pour une mise en œuvre commune à niveau européen. Et il existe aussi un vademecum sur comment on peut utiliser les fonds dans le domaine. Pourquoi la Commission européenne a fait cet effort pour donner ces orientations et des guidances vraiment pratiques? C'est parce que pour la période 2014-20, on est vraiment dans une situation où les actions où le règlement Fonds social va au-delà d'une reconnaissance d'un principe général ou d'un objectif politique en relation avec l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, mais le règlement de cette période de programmation permet vraiment de donner un soutien dans un sens très large à ces personnes, alors un soutien qui va au-delà du soutien traditionnel pour faciliter l'accès au marché du travail ou à l'aptitude au travail. Je vais passer maintenant à des exemples concrets d'intervention des fonds structurels et d'investissement. On a choisi trois pays, la Lituanie, la Bulgarie et la Slovaquie. Ce sont des pays où il y a vraiment une volonté, où il y avait une volonté politique de changer le système qui était en place dans le passé. Alors, pour la Lituanie, déjà l'accord de partenariat qui régit comment les différents fonds agissent ensemble. Alors, il prévoit l'intervention des fonds pour la déinstitutionnalisation. Le programme opérationnel, qui est un programme multifonds, alors ça veut dire qu'il y a le FEDER et le Fonds social. Il y a un axe qui s'appelle l'inclusion sociale, qui a comme objectif d'augmenter la proportion de services sociaux de proximité dans le cadre du passage de services institutionnels vers des services de proximité. Des actions concrètes sont prévues évidemment dans le cadre de l'infrastructure des services dans les communes et les communautés locales. Il est prévu aussi de développer des services non institutionnels transitoires pour faciliter le passage à la vie autonome et aussi des actions pour la construction ou pour l'adaptation des logements permettant une vie autonome. Pour la partie Fonds social européen, on a comme action concrète d'un côté le renforcement des capacités du secteur public mais aussi de la société civile
Ça peut comprendre des activités comme l'évaluation des besoins, la planification et la promotion de la coopération entre le secteur public et les ONG. Il y a un volet formation, reformation du personnel. Il y a tout sous l'étiquette vie protégée, il y a tout un bouquet de mesures d'assistance psychosociale, conseil familial et d'assistance personnelle. Et un service pour les familles est également prévu. Le deuxième exemple, la Bulgarie. Là, c'est un pays, comme on l'a vu déjà dans la présentation du collègue de l'agence, c'est un pays qui vraiment a beaucoup investi dans le développement d'une stratégie globale. Elle est centrée sur les enfants, disons cela, et c'est prévu de compléter la désinstitutionnalisation d'ici 2025. Mais la stratégie porte également sur les adultes. Les activités ici sont maintenant développées sur la base de projets et d'actions menées déjà dans les années 2007-2013, où le FEDER et le Fonds social ont déjà soutenu la formation et l'amélioration des qualifications des travailleurs sociaux et qui ont déjà développer dans des projets pilotes des nouvelles formes de services sociaux de proximité intégrés. Et évidemment aussi le développement d'un soutien à la garde et à la prise en charge des enfants hors les institutions. Maintenant pour la période actuelle, les deux fonds vont poursuivre le développement des services déjà entamés et ils visent principalement l'environnement familial à travers des services d'assistants personnels. L'opération Vie autonome veut faciliter l'accès aux soins de santé, aux services de proximité et au marché du travail en permettant une vie indépendante. Cela comprend d'un côté la formation, la fourniture de services et complémenté par le développement d'infrastructures et de services de jour dans les municipalités. Bon, le troisième exemple se réfère à la Slovaquie. Où on a deux programmes, le programme qui se complémentent dans l'objectif spécifique de soutenir la transition des soins en institution vers les soins de proximité. Il est prévu de financer des actions d'accompagnement des familles, la formation du personnel et à nouveau le développement et la fourniture de services adaptés et intégrés. Et maintenant, pour être très clair, ce que je présente ici, ce sont des exemples. Les priorités d'investissement telles que définies dans les règlements sont formulées d'une façon très ouverte et permettent vraiment de développer des interventions très diverses qui sont adaptés à la situation nationale ou régionale. Parce que pour peut-être les trois exemples qu'on a choisis ici, ils ont en commun que le budget des fonds structurels et d'investissement pour la Bulgarie et la Slovaquie en particulier, qui sont des allocations assez importantes, qui permettent aussi de soutenir une réforme complète du système traditionnel. Alors, ce n'est pas le cas dans tous les États membres. La Belgique, par exemple, ne dispose pas d'une allocation de fonds structurels d'investissement aussi important par rapport aux ressources disponibles à niveau national ou régional. Mais quand même, comme je dis, le cadre réglementaire permet de lancer aussi
des projets pilotes, d'organiser, de promouvoir la coopération entre les différents organismes et les autorités politiques, vraiment pour avancer. Alors, comme on sait, les petits montants peuvent souvent avoir un grand effet. Maintenant, je vais passer la parole à Xavier. Est-ce que celui-ci fonctionne ou je prends l'autre? Donc oui, au-delà de montrer des exemples d'idées ou de domaines dans lesquels le Fonds social est intervenu, on s'était dit que c'était intéressant aussi de présenter ici quelques initiatives ou quelques sources d'inspiration qui pourraient permettre d'enrichir la réflexion sur le développement d'une action concrète ou d'un projet pilote. Et donc on a identifié quelques éléments qui ont déjà eu lieu et dont il pourrait être utile de s'inspirer. Et notamment par exemple une étude qui avait été réalisée en Finlande en 2010 sur la rentabilité. Donc c'est des gens de Finlande, hein, donc c'est des gens très pragmatiques. Voir un petit peu comment si la fermeture des institutions, mais ici c'était pour le handicap mental, était rentable ou pas au niveau budgétaire. Donc ils ont comparé des coûts d'hébergement et de services entre les institutions et les structures de proximité, mais également une dimension plutôt qualitative sur la vie des résidents ou ex-résidents et de leurs familles. Et donc ce qu'ils ont constaté, c'était que d'une manière globale, en fait, la prise en charge en proximité est plus chère qu'en institution, parce qu'il y a des économies d'échelle sur certains services en institution, mais par contre, les coûts de logement et les coûts de soins de base étaient inférieurs en proximité qu'en institution. Et ce qui est ressorti ici clairement de cette étude, c'était qu'il y avait un véritable gain qualitatif pour les bénéficiaires dans la vie en proximité, donc que ce soit en termes d'état de santé, d'état comportemental, de qualité de vie. Donc globalement, la conclusion, c'est que s'il y a un impact budgétaire, il est certes réel, mais par contre, sur la vie en général, le passage aux soins de proximité est largement, produit énormément de bénéfices qui compensent largement, pour la société en tout cas, le surcoût budgétaire. Il y a également un autre projet, alors c'est vrai qu'on met souvent... Quand on parle d'autonomie, de perte d'autonomie, etc., on parle souvent aussi, on parle de la personne en situation de handicap, mais on parle également des personnes âgées dépendantes qui ont aussi des besoins d'assistance, des besoins de soutien. Donc il y a eu un projet qui a été développé et soutenu par le programme cadre pour la recherche, donc qui a analysé la situation des personnes âgées dépendantes et de leurs aidants. Et l'idée c'était, en partant de la personne, en la mettant au centre, la personne et sa volonté de conserver une vie autonome, on essaye d'identifier les différentes difficultés auxquelles, c'est un peu le schéma qu'avait montré l'intervenant de la vie, qu'avec tous les réseaux intriqués et toute la difficulté qu'il y a à savoir exactement où aller. Et donc on a essayé ce projet a essayé de voir comment ça se mettait en place et qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme solution pour une vie intégrée. Et donc l'idée de ce projet, c'est d'inspirer les décideurs politiques, les professionnels, pour développer des systèmes intégrés et améliorer la planification et la fourniture de services. Et donc il y a déjà là un terreau d'études qui ont été réalisées, de pistes qui ont été prises et qui pourraient inspirer le développement d'un éventuel projet ici en Wallonie, par exemple. Et puis également, il y a le Zero Project, donc le projet zéro. Zéro voulant dire pas de barrière, zéro barrière. Donc une inclusion et une inclusion complète dans la société. Et donc qui recense notamment des actions novatrices qui visent l'autonomie des personnes en situation de handicap. Et on constate qu'il y a plusieurs projets innovants liés notamment à l'assistance personnelle, qui est, semble-t-il, la meilleure réponse. Il y a un projet en Allemagne, par exemple, où la personne handicapée est l'employeur, le propre employeur de l'assistant personnel. Il y a un projet en Espagne où Madrid, la communauté de Madrid, par exemple, met à disposition gratuitement des assistants personnels. Alors, les détails de la mise en œuvre, on n'a pas encore pu les creuser, mais il y a une vraie, donc, à différents endroits et dans des pays qui sont comparables aux nôtres en termes de niveau de vie, il y a quand même des réflexions sur l'organisation de l'assistance personnelle notamment, qui pourrait inspirer une action chez nous. Voilà. D'accord. Je conclus donc que la personne en situation de handicap, elle est clairement
une des cibles de l'action des fonds structurels, que la Commission européenne, elle s'est aussi également clairement investie dans la transition des soins et des services en institution vers les soins et les services de proximité. C'est vraiment une de nos priorités d'action. Et que dans ce cadre, eh bien, c'est clair qu'on l'a vu, que les fonds européens peuvent apporter un soutien concret, et c'est déjà le cas dans différents États membres. Et donc on est ici pour dire qu'on est, on est disposé et à l'écoute et prêt à étudier toute initiative qui impliquerait un investissement des fonds structurels pour des projets de ce genre en Belgique et en Wallonie en particulier, puisque c'est ici qu'on est aujourd'hui. Voilà.